finalement, il n'y a pas de mieux que les romans, la fiction, les personnages, pour nous faire comprendre qui est l'autre. Ça me rassure aussi d'avoir mes livres avec moi. C'est un peu des compagnons et des amis, en fait, depuis tout ce temps, les personnages qui sont dedans. Donc c'est comme de n'être jamais seul. Bonjour à toutes et à tous, on est en direct du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil. C'est les toutes dernières heures, j'ai vu même quelques cartons se refermer déjà. Et si vous nous rejoignez maintenant, c'est la toute dernière émission du Social Club avec une thématique un petit peu particulière sur les politiques de développement de la lecture. Sylvie Vassallo, je te retrouve pour cette deuxième émission de la journée, cette fois dans des sofas assez confortable, ma foi, c'est bien agréable. D'où est venue cette thématique d'émission ? Alors, pour le Social Club, on choisit chaque année de parler des tendances de l'édition et des tendances de la lecture. Et ça nous semblait très important de montrer à quel point certains acteurs du livre étaient engagés dans ce domaine. Donc, on a beaucoup parlé des auteurs, on a beaucoup parlé des éditeurs ici dans le Social Club. Le Salon du Livre de Jeunesse, ça existe aussi parce qu'il a un nombre important de partenaires du domaine public, du domaine privé, qui s'associent pour apporter une part à ce salon. Donc on avait envie de permettre à nos auditeurs de mieux les connaître, de mieux les rencontrer. On les voit souvent sous forme de logo en bas de nos affiches, mais on avait envie de montrer ce qui nous rapproche d'eux, ce qui nous ressemble, ce qui nous rassemble. Et on va voir avec cette émission que chacun a des missions différentes et que chacun innove dans ses émissions, soit directement sur les politiques de lecture publique, soit en prenant des initiatives de nature plus privée sur la vente des livres, par exemple, ou encore en travaillant dans l'interprofession du livre, en rassemblant la création, en la faisant travailler. Voilà, donc il y a vraiment des domaines différents et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, les enfants, les jeunes, les professionnels peuvent développer des politiques de lecture. Mettre des visages aussi sur des institutions parfois qui peuvent être un peu floues. Merci beaucoup Sylvie, je te souhaite une bonne fin de salon. On est à H-2 de la fin. Est-ce que tu as été satisfaite de cette édition ? Oui, c'est une très belle édition et on se disait, passer derrière le 40e anniversaire qui était quand même une fête absolument incroyable, c'était pas forcément facile. On est un peu dans une situation morose aussi et le salon a été un moment fort, chaleureux. Je pense que le thème de l'art de l'autre a bien résonné ici. Les auteurs, les éditeurs, les enfants disent que ça a été un salon joyeux. Il y a eu quasiment autant de monde que l'année dernière, un peu moins de public scolaire, mais c'est nous qui l'avions décidé, mais tout autant de public familial et professionnel. Et je dois dire pour le public familial que le fait que le salon soit gratuit pour la deuxième année fonctionne très bien. Tout le monde est invité à venir et ça se ressent. Super, merci beaucoup. Et maintenant, place à la discussion. Le salon va fermer ses portes dans 2 heures et nous voulions profiter de ce temps pour donner la parole à une partie de nos partenaires qui œuvrent, elles aussi et eux aussi, à cette promotion de la lecture pour tous et toutes. Alors, comment aider à promouvoir le livre et la lecture ? Cette émission sera séparée en 2 plateaux et pour la première, j'accueille à ma table Arnaud Lemapian. Vous êtes directeur de la bibliothèque Robert Desnos. Bonjour. Bonjour.
Edith Girard, alors vous êtes adjointe à la déléguée à la diffusion et à la lecture et responsable du pôle Culture, Action territoriale et internationale au CNL. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Stéphanie Alili, directrice du magasin Cultura des Claye-sous-Bois. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer cet échange, on voulait vous proposer d'expliquer votre structure à un enfant, parce que c'est vrai qu'après tout, on est au Salon de la jeunesse. Arnaud Lemapian, qu'est-ce que vous diriez à un enfant qui a 10 ans, on va dire? Alors, je lui dirais que la bibliothèque, c'est un lieu où on peut emprunter des livres gratuitement, on peut entrer gratuitement, tout est gratuit dans nos bibliothèques. Je lui dirais qu'il peut emprunter autant de livres qu'il veut, puisque le prêt est illimité, et que, outre les livres, il peut emprunter des CD, des films, des DVD, des instruments de musique, qu'il peut se faire lire des livres, il peut participer à des cours de théâtre, et qu'au-delà des activités artistiques, il peut aussi s'éveiller à l'esprit critique, puisque au sein des bibliothèques de Montreuil, c'est aussi, et y compris dès le plus jeune âge, un des axes prioritaires de notre travail. Des instruments de musique, hein? On a une instrumentothèque tout à fait au sein de la discothèque, et c'est gratuit aussi, le prêt d'instruments de musique. Et on peut par ailleurs profiter d'un studio de pratique musicale. Intéressant. Edith Girard, le CNL, ça sert à quoi? Alors le CNL, c'est l'instrument aussi du ministère de la Culture, donc de l'État, qui va aller aider les auteurs, les éditeurs, les libraires, les manifestations littéraires comme ce salon à mener leur activité pour qu'il y ait plus de livres dans les bibliothèques, dans les librairies. Et on va participer aussi, on va mettre en place un certain nombre d'actions événementielles au niveau national, comme Partir en livre, sur lesquelles peut-être certains de ces enfants peuvent se retrouver. Oui, toujours plus de livres. Stéphanie Alili. Chez Cultura, en fait, on a une mission, c'est rendre accessible la culture à tous. Donc, dans nos magasins, on va pouvoir découvrir des livres, toucher des livres, prendre le temps de les lire si on en a envie, repartir avec à la maison si on a envie de les acheter. Mais pas que, on va découvrir aussi beaucoup de métiers artistiques. On va pouvoir laisser libre cours à son imagination et s'éveiller en tant qu'enfant et en tant que futur citoyen. Et chez Cultura, on a aussi une fondation d'entreprise et elle va permettre aussi de proposer des actions pour tout le monde. Par exemple, pour avoir un livre qui est accessible à tous avec des ventes de livres à 1 euro. On va aussi pouvoir encourager les écoles à participer aux petits champions de la lecture parce qu'on organise aussi des finales des petits champions dans nos magasins. Et on va aussi pouvoir aider à mettre le livre partout parce qu'on va aider Bibliothèques sans frontières à ouvrir des micro-biblis partout sur le territoire. Sur cette accessibilité, justement, Arnaud, à Montreuil, vous avez par exemple envoyé une carte de bibliothèque à chaque élève de CP. D'où elle vient, cette idée? Comment elle marche? Alors, c'est une idée de l'exécutif d'Est Ensemble. Et effectivement, depuis 2 ans, on envoie à chaque élève en CP, donc au moment de l'entrée dans la lecture, une carte de bibliothèque dans sa boîte aux lettres qu'il peut venir faire valider dans toutes les bibliothèques d'Est Ensemble à partir du mois de septembre. Et c'est accompagné d'un temps festif, de plusieurs temps festifs sur l'ensemble des 13 bibliothèques d'Est Ensemble qui permettent aux enfants de fêter avec nous et avec leurs parents leur entrée dans la lecture. Vous voyez justement différents enfants grâce à cette carte qui viennent dans la bibliothèque? Alors oui, on a pu mesurer le succès de l'opération. On a multiplié assez considérablement nos inscrits sur 7 tranches d'âge. Et par ailleurs, un des points que je trouve le plus intéressant après 2 ans d'expérimentation, c'est que, outre les enfants, on voit désormais des parents qui se sentaient exclus de la bibliothèque ou qui pensaient que ce lieu n'était pas pour eux et qui viennent à l'occasion des événements carte CP dans nos murs et qui restent parfois pour emprunter des livres pour eux. Et ça, c'est vraiment très précieux. Ouais, rendre la bibliothèque un peu plus festive et moins impressionnante qu'elle n'en a l'air en réalité. Exactement, ça fait partie de nos préoccupations quotidiennes, effectivement, de dédramatiser la bibliothèque qui n'est pas une cathédrale du livre, mais qui est un lieu ouvert à toutes et tous, sans condition aucune. Oui, il faut faire silence, mais pas non plus, on peut aussi rire dans les bibliothèques. Est-ce que ça vous touche, vous, personnellement aussi, cette question de la lecture ?
C'est un enjeu évident. La dernière étude du CNL le montre. Hein. Il y a des enjeux à donner le goût de la lecture dès le plus jeune âge, notamment avec l'arrivée des écrans et la relation particulière des enfants avec eux. Donc oui, et moi-même en tant que parent, je suis touché par cette problématique. Et puis ça fait partie de notre cœur de métier, évidemment. Edith Girard, du côté du CNL, je pense aussi à cette opération 50 livres pour le plaisir. De quoi s'agit-il ? Alors oui, cet automne, nous sommes en train de livrer des centres de loisirs une dotation de 50 livres jeunesse. Alors cette idée, elle vient de l'envie de travailler davantage avec les centres de loisirs pour toucher les jeunes sur le temps du loisir, de l'après, du périscolaire, puisque le CNL travaillait déjà très étroitement avec l'éducation nationale. On a plusieurs dispositifs, on a des résidences d'auteurs à l'école, des masterclass, mais la question de la lecture loisir et plaisir, et retrouver ce plaisir de lire, on voulait aussi la disséminer dans les centres de loisirs et augmenter notre action en direction de ces publics. Et on avait fait le constat, en installant notamment des auteurs en résidence dans ces centres de loisirs, que malheureusement la place des livres se perdait. Il y avait très peu de livres dans ces centres de loisirs, ou peut-être de moins en moins par rapport à une époque. Donc on a souhaité lancer une opération de dotation de livres. Et donc pour cela, on a travaillé avec Sophie van der Linden et Raphaël Bott, qui sont 2 autrices et spécialistes de la littérature jeunesse, pour avoir une sélection de 50 titres qui pourraient plaire à chacun. Donc pour des 6-11 ans, avec des documentaires, des romans, des albums, de la poésie, du théâtre, afin de permettre à ces jeunes qui sont en centre de loisirs après l'école de pouvoir avoir un moment de lecture. Alors, ces centres de loisirs, il faut également les accompagner dans cette démarche. On ne peut pas juste livrer les livres et puis s'en acquitter. L'idée, c'est aussi de pouvoir les accompagner. Donc, Sophie et Raphaël nous ont rédigé un livret d'accompagnement proposant une série d'actions, éclairant aussi sur les ouvrages, peut-être en orientant, par exemple, pour des jeunes qui préféreraient lire tout seuls, lire en groupe, en donnant quelques informations quant au contenu des livres pour donner des pistes. Et puis, on va proposer très prochainement des webinaires en ligne pour accompagner les animateurs des centres de loisirs dans cette démarche. Donc, avec un jeu de questions-réponses avec nos 2 autrices, Raphaël et Sophie, pour qu'elles puissent rebondir sur alors maintenant, vous avez reçu les colis. Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce qu'il y a des difficultés ? Est-ce qu'il y a un livre qui ne vous parle pas du tout ? Voilà, qu'on puisse être quand même dans cet accompagnement en direct aussi du terrain. Alors, depuis le CNL, donc on a travaillé avec l'Association des maires ruraux de France, la MRF, les Francas et Lire et Faire Lire, pour identifier ces 270 centres de loisirs à travers la France, qui sont tous, pour cette année, situés en milieu rural. Voilà, puisqu'avec l'idée de l'éloignement aussi des centres de loisirs auprès des bibliothèques territoriales et de couper cet éloignement. Donc on est en train là de livrer, on est en plein dans les livraisons de dotation pour ensuite rentrer dans la période de formation. C'est quoi votre livre favori parmi tous ces ouvrages ? C'est quoi la pépite ? Moi, je dirais que c'est la perle de la partie, mais bon, parce que voilà, justement, c'est un livre très accessible et à la fois très poétique et on peut commencer par là, comme justement y revenir, parce qu'à un moment, on a 5 minutes devant soi. Oui, c'est mon petit coup de cœur des 50, mais il y en a beaucoup, en fait. Les 50, quelque part, finalement. Alors, pourquoi aussi, vous, personnellement, c'est important pour vous, ce type d'opération ? Alors, c'est important parce qu'il s'agit de retrouver cette idée que la lecture, c'est avant tout du plaisir. On doit y trouver du plaisir, on doit y trouver de l'évasion. Et donc le situer dans les centres de loisirs, déconnecté aussi peut-être de cette relation scolaire, pour nous elle était essentielle. Voilà, puisque la lecture elle peut être individuelle mais elle peut être également partagée. Et donc rien de tel par exemple qu'une action de lecture partagée avec un petit groupe d'enfants. Alors c'est vrai qu'on a demandé aussi à ces centres de loisirs qui allaient s'engager dans ce programme, donc voilà, bien sûr de répondre aux conditions, d'accueillir des 6-11 ans et d'être situé en milieu rural, mais de dédier un espace. Justement identifié pour cet espace de lecture et donc avec un petit coin aménagé, alors soit parce que par chance il y a déjà quelques livres, soit justement il n'y en a pas et ça va être l'occasion de créer un espace de lecture au sein du centre de loisirs pour avoir cet espace partagé pour des lectures partagées.
Est-ce qu'il y a presque une réticence de certaines structures? Est-ce que le livre est un peu paru comme quelque chose de non, finalement, on veut pas de livre chez nous, ou ça reste quelque chose de bienvenu? Alors là, nous, forcément, la proposition, elle a toujours été accueillie avec grand enthousiasme de la part de nos partenaires, puisque on est arrivé avec une proposition d'intervention, d'accompagnement. Après, je pense que ça, la discussion, on l'a eue avec les maires, avec les directeurs de centres de loisirs. Je pense que la prochaine étape, c'est justement avec les animateurs de ces centres, qui peuvent aussi, eux, être parfois en difficulté par rapport à cette action-là, et donc de pouvoir le désacraliser, de pouvoir les accompagner, et qu'ils retrouvent aussi, eux, du plaisir par rapport à cette activité qu'est la lecture. Ouais, pour transmettre en fait leur propre plaisir de lire. Alors je ne sais pas s'il y en a certains qui sont passés au salon, j'imagine, mais peut-être qu'ils ont croisé de drôles de ruches à livres. Stéphanie, Ali, qu'est-ce que c'est que ces ruches, hein? Alors c'est un projet qui va bientôt sortir, qui est à l'état de prototype quasi finalisé et que j'ai découvert il y a une petite heure, qui s'appelle la Mobibule. Donc c'est des boîtes qui vont être constituées pour stimuler les 5 sens, avec tout un accompagnement pédagogique autour des handicaps dans leur généralité, vraiment tous les handicaps. Et on va avoir un travail avec un auteur ou des auteurs, et le livre va être abordé sous toutes ses formes, que ce soit par la texture, par l'odeur, par le toucher. Il va y avoir aussi des transcriptions pour tout type de handicap, avec notamment les déficients visuels ou les déficients auditifs. Et donc, ça va être testé sur des structures médicales d'abord. Puis ensuite, la Mobibule va rejoindre l'un de nos magasins pour être testé avec un plus grand public et pouvoir, pourquoi pas, être déployé en Île-de-France et bien plus encore. Et alors vous, dans votre propre Cultura, vous ouvrez aussi des partenariats avec des collèges de la région. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur cette démarche qui est, je crois, en plus philanthropique? Oui, tout à fait. En fait, ça part d'un constat assez particulier d'une maman, d'un enfant de 12 ans. Donc, l'année dernière, je me suis rendu compte que mon fils, qui était très grand lecteur, décrochait complètement de la lecture et qu'il n'était pas seul. Ses copains de sa classe de 5e, c'était un peu pareil. Et en fait, j'ai voulu prendre contact avec sa professeure de français pour en discuter. Et comme j'ai l'accès à une culture sans limite grâce à mon magasin, je me suis dit qu'on pouvait peut-être tester quelque chose ensemble dans la classe et voir si ça prenait ou pas. Donc, ce qu'on a proposé aux élèves, après avoir bien discuté avec les professeurs, c'est d'avoir un accès complet au catalogue de livres de cultura.com, de choisir n'importe quoi qui nous faisait plaisir, sans contrainte, sans limite, pour pouvoir passer d'une lecture contrainte dans la classe, en cours de français, à une lecture plaisir. Voilà, ça pouvait être du manga, de la BD, du roman graphique, du roman jeunesse, peu importe. L'important, c'était de lire. Donc on a, avec mon équipe de libraires, fait des interventions dans la classe pour pouvoir sonder les élèves, savoir si ça allait leur plaire. Et puis on a commencé tout doucement avec 5 élèves inscrits. L'objectif, c'était de choisir de 1 à 3 livres qu'on prête, de les lire. Et puis s'ils nous ont plu, d'écrire une petite critique littéraire, un coup de cœur, afin de le présenter au public de mon magasin. Donc on a commencé à 5-6 élèves, et puis aux vacances scolaires d'après, on est passé à 12. Et puis aux dernières vacances scolaires, on est passé à 3/4 de la classe. 3/4 de la classe qui ont pris un livre dans les mains, voire 3, et qui les ont lus, juste pour le plaisir, hors du temps scolaire. Ensuite, après ces interventions dans les classes, on a invité les parents à venir voir la table coup de cœur de leurs enfants, parce qu'on a mis une affiche du collège avec qui on a travaillé. On a commandé les livres, donc ils ont pu aussi découvrir toute la chaîne du livre, comment on allait éditer un livre grâce au professeur, et puis quels étaient les métiers qu'on avait dans nos magasins, de libraire, de chef de secteur, de directeur de magasin, à quoi ça servait. Donc on a fait sur place une visite de notre magasin en décrivant chaque activité, chaque rayon, ce qu'il y avait à l'intérieur, et puis on est allé jusqu'à la table en roman jeunesse qui correspondait à tous les coups de cœur de leur lecture de l'année. Les parents sont venus, on a fait un petit déjeuner à cette occasion, et les élèves, pour les plus courageux, ont pris le micro
Et ont lu devant tous les clients, un samedi matin, leur coup de cœur, devant tout le monde. Et ça a permis vraiment une action entre les enfants, une dynamique qui les a fait lire entre eux, parce que en fait, j'ai un copain qui a lu, il m'a dit que c'était sympa, il me l'a prêté. Et puis finalement, j'ai eu envie d'en savoir plus, donc j'ai pris le tome 2 de cet ouvrage, où j'ai découvert un ouvrage d'un autre copain. Et je me suis aussi entraînée à écrire, à exprimer mon opinion, à exprimer mes émotions aussi, pourquoi j'ai aimé ce livre. Et je trouve que c'est vraiment par l'émotion de la lecture que ça fait des bébés en fait, et que ça donne envie aux autres de lire. Donc on a voulu le mettre en place avec d'autres collèges de notre périmètre. Tout ça, ça reste bien sûr nos clients. Et on s'est rendu compte que certains enfants n'étaient jamais rentrés dans une librairie. Certains parents n'étaient jamais rentrés dans une librairie. Et par cette action de visite de notre magasin, ça a permis à des enfants de se mettre à la lecture, et aussi à des parents de devenir ambassadeurs de la lecture en s'achetant peut-être leur premier livre ou en se remettant à la lecture. On en a d'ailleurs certains qui ont pris le micro et qui nous ont raconté leur dernière lecture, parce qu'on les a mis un peu au défi devant le courage de leurs petits ados de prendre la parole en public. Et c'est vraiment un cercle vertueux. On aimerait pouvoir l'étendre un maximum, cette action. Cependant, ça prend du temps, et comme vous disiez, c'est une action totalement philanthropique. Donc c'est avec nos petits moyens sur notre équipe magasin. Mais pourquoi pas le faire à plus grande échelle, si ça peut encourager les enfants à lire et à s'éveiller au monde. Arnaud, justement, vous le remarquez, ce décrochage sur le 10-12 dans les prêts en bibliothèque ? Non, pas forcément. C'est pas un endroit où... Alors nous, à Montreuil, c'est aussi qu'on a une politique très spécifique vis-à-vis du public adolescent ou préadolescent. Et on a un club lecture qui s'appelle Les Cris des ados, qui participe tous les ans au festival et qui est très actif, qui participe aux acquisitions de la bibliothèque, qui participe à l'émission du Salon du Livre, qui fait des émissions sur France Inter. Donc il y a un effet d'entraînement, c'est un travail historique auprès des adolescents. Donc à la bibliothèque de Montreuil, on ne fait pas ce constat. En revanche, dans les autres bibliothèques des autres territoires, c'est vrai que c'est un public plus compliqué à desservir. Oui, il faut faire des actions en fait concrètes, les rendre actifs quelque part de leur choix, de leur lecture. Alors sur le volet formation, vous avez aussi impulsé quelque chose avec Est Ensemble. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est une action qui ressemble beaucoup à l'action portée par le CNL et présentée par Edith. On forme depuis le mois de septembre les animateurs et animatrices de centres de loisirs à la lecture, à la promotion de la lecture. On essaie de les convaincre de prendre du plaisir en lisant et de donner du plaisir aux enfants à la lecture. Et pour ce faire, nous nous sommes associés avec le Salon du Livre, qui assurera une partie de la partie formation, et avec les animatrices historiques, puisque vous savez que le salon a été fondé par les accueils de loisirs de Montreuil. Donc Roland Cos et Lucette Savier, qui se sont rendus disponibles et qui sont un peu les grands témoins de cette époque dont tu parlais, Edith, où les centres de loisirs, effectivement, le livre occupait une place plus centrale au sein de l'économie des heures périscolaires, pour donner le goût de la lecture aux animateurs et animatrices afin qu'ils le transmettent aux enfants. Effectivement, il y a une vraie sororité ou filiation entre vos projets, c'est intéressant. Sur cette question du décrochage et de rendre la lecture jeune, Edith, tout à l'heure je vous voyais hocher la tête, ça vous parlait ? Oui, ça confirme un peu aussi tout ce qu'on met en lumière, enfin que les études du CNL sur les jeunes et la lecture mettent en lumière. C'est ce décrochage au collège, et puis alors qui ne fait que s'accélérer malheureusement avec l'âge, pour atteindre très peu de minutes de lecture quand on a entre 16 et 19 ans. Donc ce sont des constats que nous partageons, et avec des choses très étonnantes, c'est-à-dire que les jeunes lisent moins, puis même quand ils lisent avec moins d'attention. Un jeune sur deux nous dit que quand il lit, il fait autre chose. Donc ça nous interpelle aussi, parce que du coup, où est l'émotion, où est le temps long, parce qu'avant tout, la lecture, c'est aussi pour nous faire rêver, nous évader. Et s'ils ne se permettent pas, ne se donnent pas ce temps d'un quart d'heure sans être interrompus, quel plaisir ils y trouvent.
forcément, là, on rentre dans quelque chose qui risque d'être compliqué. Et on peut que saluer l'initiative du coup des États généraux de la lecture chez les jeunes pour pouvoir relancer la machine et souhaiter une mobilisation générale à cet effet. Oui, effectivement, hâte de voir ce que ça va donner. Un autre temps fort de la lecture, c'est aussi partir en livre. Donc ça, ce sera pour l'édition 2026. Est-ce qu'on peut déjà savoir 2-3 petites choses sur cette nouvelle édition ? Oui, partir en livre continue, plus que jamais. Et alors, on est justement en plein appel à projets pour que les porteurs de projets, bibliothèques, associations puissent nous présenter des projets et être soutenus dans le cadre et labellisés dans le cadre de la future édition. Et donc, on sera sur une édition autour des héros, nos petits et grands héros. Voilà, comme ça a été annoncé très, très récemment, et avec des coéditions, un recueil de nouvelles, voilà, comme chaque année, et on l'espère très rapidement une belle affiche. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. C'est la fin de ce premier plateau. Et désormais, je vais accueillir les 3 nouveaux invités en attendant une petite pause avec le dernier Best of Qui Bouquine, le livre que tu offres toujours à un enfant. J'offre souvent un livre comme cadeau de naissance pour souhaiter bienvenue dans la vie à un enfant. C'est l'histoire d'un grand loup qui voit arriver un jour un petit loup et qui va devoir s'adapter à cette intrusion-là. La potion magique de Georges Bouillon, tout simplement parce que c'est, je crois, le premier livre que j'ai lu et que j'ai compris. C'est Chien bleu. Pour moi, c'est vraiment un des classiques de la littérature jeunesse. Ce livre, je l'offre souvent à des enfants. C'est un livre très singulier que j'ai découvert il y a bien longtemps et qui m'a beaucoup plu par son irrévérence. C'est un livre, en fait, un abécédaire d'enfants morts. Ils meurent tous dans des conditions atroces, ça en finit par en devenir drôle. Pour moi, c'est un livre parfait, quel que soit l'âge. Le scénario, la construction de l'histoire, le choix du vocabulaire, la relation de cet enfant et de l'arbre, la compréhension de l'arbre par rapport à l'indifférence de cet enfant grandissant et vieillissant. Il va se rendre compte que finalement, ce petit loup, il prend de plus en plus de place dans son cœur. Quand je le lisais à mon fils, il me touchait plus, ça me crée plus d'émotions qu'à lui. La force de la littérature jeunesse, c'est justement de pouvoir toucher et les grands loups et les petits loups. Je l'offre plus qu'aux enfants, je l'offre aux parents. Donc là, on leur montre le pire qui peut advenir, et comme ça... une fois qu'ils le connaissent, ils peuvent passer outre. Je l'ai découvert en le lisant à mes filles, en fait, et ça fait partie des livres que j'aime bien relire. Parce qu'avec les enfants, c'est vrai qu'on relit plein de fois les mêmes livres, et il y en a, je trouve ça pénible d'avoir à les relire. Chien bleu, je suis toujours contente de le lire. Ce livre-là m'a complètement fascinée. Voilà, c'était une découverte, et j'ai compris le plaisir de s'échapper dans l'histoire d'un livre juste avec des mots. Donc j'aime l'offrir pour cette raison, parce que j'espère que la magie prendra avec les enfants à qui je l'offre. Le message est tout simple, de l'attention à prêter à l'autre. Et ouais, c'est un livre admirable, vraiment. Chien bleu, quelle beauté ce livre. Nous revoilà sur le plateau du Social Club, toujours autour de cette question de la lecture pour tous et toutes. En cette deuxième partie d'émission, je vous propose d'explorer des structures qui ne sont pas forcément connues du grand public, mais qui jouent pourtant un rôle clé dans sa diffusion. Carole Zalberg, vous êtes présidente de la SOFIA. Bonjour. Bonjour. Valérie Barthès, vous êtes directrice générale de la SELF. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Sabine Madeleine, vous êtes directrice générale du CFC. Bonjour. Alors justement, là, l'exercice va être un peu plus complexe que pour expliquer une bibliothèque à un enfant. J'aimerais vous proposer le même exercice qu'en début d'émission tout à l'heure. Comment expliquer à un enfant à quoi sert votre structure, Carole Zalberg? C'est moi qui m'y colle. Alors, la SOFIA est un organisme de gestion collective, donc les difficultés commencent là. Et en fait, il s'agit d'aller récolter de l'argent et de le redistribuer.
Et cet argent, on va le collecter pour le droit de prêt auprès des libraires qui vendent les livres aux bibliothèques. Enfin, pour schématiser, hein, parce que c'est un peu plus complexe que ça. Et pour ce qui concerne la copie privée numérique, ce sont les fabricants de tous les supports qui permettent d'enregistrer les livres, pour ce qui concerne la Sophia, parce que nous, c'est exclusivement le livre, qui vont payer une taxe. Et ça vient compenser des pertes de droits pour les auteurs. Je ne sais pas si c'est clair. Mais... Ça m'a l'air très clair. Valérie Barthez. Alors oui, la SELF, c'est donc également un organisme de gestion collective, mais je crois que c'est le point commun à nos 3 structures aujourd'hui. Alors nous, on est aussi un organisme donc, composé 100% d'éditeurs de livres. Et en fait, en 1960, les éditeurs de livres se sont rendus compte qu'ils travaillaient individuellement chacun sur la question des adaptations de leurs livres. Donc adaptation audiovisuelle en plus grande partie, mais aussi mise en scène théâtrale, diffusion à la radio, lecture d'extraits, etc. Et ils se sont rendus compte qu'ils travaillaient à ça individuellement tous, et ils se sont dit pourquoi ne pas se mettre en commun et avoir une structure où on défendra, où on gérera les droits également donc d'adaptation, et voilà, où on met ça en fait dans un même endroit pour mieux échanger, mieux structurer, faire en sorte que les choses se passent mieux. Et puis au fil du temps, en plus de la gestion des droits, ces éditeurs se sont dit, maintenant qu'on sait gérer les droits, on va peut-être aussi faire de la promotion de l'adaptation. Donc on y reviendra, je crois, mais on a des manifestations qui permettent de promouvoir toutes les formes d'adaptation possibles à partir d'un livre. Et puis encore après, une nouvelle étape aujourd'hui qui forme une sorte de cercle vertueux, c'est qu'on s'est dit, maintenant qu'on sait gérer les droits, qu'on promeut l'adaptation, on va aussi former les éditeurs, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de se dire dans son catalogue, est-ce qu'on a des livres qui peuvent être adaptés ou pas, est-ce que ça ferait un bon film, est-ce que c'est possible d'être mis en scène au théâtre, voilà. Donc on apprend aux éditeurs, on essaye de leur apprendre à identifier dans leur catalogue des livres adaptables, et puis après toute la question aussi évidemment des droits, des contrats, ou aussi par exemple l'art de pitcher, comment présenter un livre à un producteur audiovisuel qui vous appelle et qui vous dit j'ai très envie d'adapter votre livre à l'écran, et voilà, quelle réaction il faut avoir. Toute la chaîne. Donc voilà, la formation, la promotion et la gestion des droits forment un cercle vertueux composé par la. Quel exercice stressant, le pitch, quelle horreur. Ça stresse beaucoup, effectivement. Et alors, Sabine Madeleine, le CFC. Alors, le CFC, en fait, c'est le Centre d'exploitation du droit de copie. Donc voilà, c'est la mission principale, c'est d'aider à savoir correctement partager les savoirs. Et donc, en fait, c'est là aussi un organisme de gestion collective, donc qui, pour les éditeurs de presse et de livres, et pour les auteurs, vient aider à collecter et reverser de l'argent pour toutes les utilisations qui sont faites. Alors, au départ, c'était la photocopie papier, qu'on pouvait faire dans les écoles, les universités ou dans les entreprises. Et puis aujourd'hui, c'est aussi la diffusion numérique de ces mêmes contenus, qu'on vient effectivement compenser au profit des auteurs et des éditeurs. Voilà. Carole Zalberg, dans le cadre des actions culturelles de la Sophia, quelles sont celles qui sont spécifiques à la lecture ? Je dirais toutes, puisque déjà, le fait de collecter et de redistribuer des droits aux auteurs et aux éditeurs, c'est une façon de soutenir l'écriture, la création, et sans tout cela, il n'y aurait pas de lecture possible. Donc ça commence vraiment au tout début de nos missions. Et par ailleurs, on a effectivement, avec l'argent de cette fameuse copie privée numérique, avec le quart de la copie privée numérique, on finance une commission d'aide à l'action culturelle et on soutient un peu plus de 350 manifestations chaque année. Et il y en a beaucoup plus qui demandent. Donc ça veut dire qu'il y a un énorme tissu, beaucoup de gens, souvent bénévoles, qui s'intéressent au livre et qui essayent de le défendre, et ça, c'est assez réjouissant. Et dans les actions qu'on aide et qui sont plus vraiment directement liées à la lecture, il y a, je pense qu'on va tous citer un peu les mêmes, il y a les petits champions de la lecture, il y a Lire et faire lire, il y a un projet formidable qui s'appelle le Livrodrome, qui est une sorte de parc d'attractions littéraires vraiment spécifiquement
destiné aux adolescents et qui est nomade, hein, qui s'installe de ville en ville en été plutôt. Ça existe, je crois, depuis 3-4 ans. Mais ça, c'est très innovant et ça va vraiment dans le sens d'une approche ludique du livre. Et c'est très intéressant. Mais au-delà de ces manifestations vraiment spécifiquement fléchées, je dirais, sur la lecture, il y a toutes les manifestations littéraires sont une façon de soutenir la lecture. Et puis, il y a des plus petites manifestations auxquelles je pense. Par exemple, il y a un festival à Nogaro, dans le Gers, qui donne un prix qui s'appelle le prix des jeunes mousquetaires, qui récompense en fait un premier roman. Et c'est animé, et même la sélection, c'est vraiment de A à Z par des lycéens. Et c'est extraordinaire d'assister à ça. Moi, j'ai été invitée plusieurs fois. C'est-à-dire que vraiment, ils se prennent de passion pour les livres qu'ils défendent, ils débattent, donc ils apprennent aussi à exercer leur esprit critique, à aller au-delà de j'aime pas, à dire pourquoi, de vraiment mettre un peu le nez sous le capot aussi, trouver des arguments liés à l'écriture, liés à la construction des livres. Et ils s'affrontent, enfin, c'est presque par moments sanglant, tellement ils sont passionnés. Ce qui montre que quand on les intéresse à la lecture, quand on leur permet vraiment de s'emparer de ça, ils deviennent passionnés. D'ailleurs, souvent, quand ils ne sont plus au lycée, ils restent un peu dans l'organisation de ce prix. Donc, ça, je trouve que c'est un exemple assez à la fois enthousiasmant et qui va contre ce qu'on nous dit et ce qu'on nous répète, que vraiment les jeunes sont difficiles à amener à la lecture. Peut-être que c'est une histoire d'approche et peut-être qu'il faut aussi plus déléguer, plus leur faire confiance. Les responsabiliser aussi, finalement. Et alors, vous êtes aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais autrice. Vous avez récemment publié La branche argentine et je me demandais, en tant qu'autrice, quand vous écrivez ou quand vous allez en librairie, est-ce que vous avez en tête cette question de la lecture? Alors, quand j'écris, pas du tout. Mais vraiment pas du tout, parce que je pense que penser à la réception, c'est le meilleur moyen d'être ou totalement bloqué ou de passer totalement à côté de son objectif, parce qu'on ne maîtrise pas du tout, en fait, la réception d'un livre. L'écriture, ça vient d'une nécessité qui va puiser vraiment très profond. Donc, c'est l'écriture, en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est pas du tout le temps de cette réflexion. Ça vient avec l'accompagnement du livre, où là, effectivement, un auteur a cette mission-là d'incarner la littérature. Et on voit bien quand on fait j'en fais beaucoup, quand on fait des interventions scolaires, tous les professeurs nous disent qu'après notre passage, souvent des élèves qui n'ont pas du tout eu envie de lire le livre avant, se précipitent dessus. Tout d'un coup, ils découvrent que les auteurs sont vivants, ne sont pas restés coincés au 19e siècle, voire au Moyen-Âge, voire à la préhistoire, ne sont pas morts, sont vivants, avec qui ils peuvent échanger, et ça change tout. Donc c'est pareil, ça donne vraiment des pistes pour stimuler la lecture, c'est rencontrer les lecteurs potentiels. Et même parfois que certains ont des réseaux sociaux et savent s'en servir. Donc ça crée tout de suite un lien avec les jeunes. Valérie Varthez, on en a parlé sur ce plateau, je ne sais plus quel jour, mais on a parlé de l'adaptation. C'est un secteur qui marche bien, qui fonctionne, qui est aussi des fois un poumon pour certains projets. Quels sont les chiffres de l'adaptation du livre à l'audiovisuel ? Alors, les derniers chiffres sont issus d'une étude qui a été menée avec le CNL en partenariat avec le CNC et la CELF. Donc, de manière globale, si on prend tout film ou cinéma ou audiovisuel, donc non fiction mais au global, on est sur un film sur 5 qui est adapté d'un livre. Si on prend le focus jeunesse, puisqu'on est ici au Salon de Montreuil, bien sûr, si on prend le focus jeunesse, on monte alors dans une catégorie qui est famille-animation. Donc famille, c'est peut-être un petit peu plus large que l'adaptation d'un livre jeunesse. Mais en gros, quand même, ce focus-là, on monte à 31% de films qui est adapté d'un livre. Donc c'est déjà un point important. Ça veut dire que déjà la littérature jeunesse, c'est emparé un peu plus que la littérature générale de la question de l'adaptation. Et là où un chiffre complémentaire vient éclairer encore plus la situation, c'est qu'on s'est rendu compte que 74% des moins de 20 ans
sortaient d'un film adapté d'un livre en ayant envie de lire le livre. 74% des moins de 20 ans. Sur la population générale, on tombe à 43%, probablement parce que des adultes qui vont voir un film adapté ont peut-être déjà lu le livre, ce qui n'est pas forcément le cas des jeunes. Mais le chiffre est suffisamment fort pour qu'on s'en empare. Et justement, nous, à la Self, on pense qu'on a une petite pierre à l'édifice aussi de l'accès à la lecture à mener par ce biais-là. C'est-à-dire qu'on est convaincu que défendre et développer les adaptations audiovisuelles en direction notamment d'un public jeune va permettre de les ramener à la lecture. Donc voilà, c'est pour ça qu'on continue justement à nos actions de promotion et de faire en sorte que les publics de professionnels se rencontrent pour justement développer cette partie-là. Et je mentionne juste que ce matin, donc, il y avait la restitution au Salon des États généraux pour la lecture de jeunesse dont on a déjà parlé. Et il y avait donc 3 jeunes qui étaient interrogés, dont l'une, Claire Sa, puisqu'elle nous a autorisé à reprendre ses propos et à la nommer. Claire Sa, qui a justement, qui avait 4 idées ou 4 solutions à proposer pour développer l'accès à la lecture pour les jeunes. Et le 4e élément qu'elle a cité, qui était celui auquel elle croyait le plus, c'était justement la question d'adaptation. Elle a dit, mais il faut absolument adapter des livres et faire en sorte qu'après, les jeunes, ils iront justement vers ces livres-là, et puis peut-être ils rentreront dans une librairie, ce qu'ils ne faisaient pas avant. On l'a vu très récemment, bien sûr, avec le succès du Comte de Monte Cristo ou sur Netflix d'Arsène Lupin, par exemple, enfin de Lupin, qui est issu d'Arsène Lupin, et où les jeunes, tout à coup, sont rentrés dans une librairie pour acheter Maurice Leblanc, pour acheter Alexandre Dumas, et sans doute, et on l'espère, repartir avec aussi d'autres livres plus contemporains. Donc voilà, tout ça est encore une fois un cercle vertueux à développer de notre côté pour la petite part que l'on peut apporter. Et c'est intéressant cette différence en fait dans les pourcentages. Est-ce qu'aussi, selon vous, le livre jeunesse est plus propre à l'adaptation par son format? Sans doute que certains, oui, sont plus faciles. Et puis, il y a une publication de littérature jeunesse tellement vaste et tellement belle et tellement de qualité que je pense qu'elle attire aussi beaucoup les producteurs, avec un public très large derrière, pour un producteur aussi qui doit évidemment financer et penser à tout le modèle économique derrière. Il y a un public beaucoup plus large, parce qu'en général, quand on va au cinéma, on y va aussi en famille quand on est plus jeune. Donc oui, il y a un regard porté à la littérature jeunesse peut-être plus accru du côté des producteurs. Justement, cette année encore, vous avez co-organisé Shoot the Book Montreuil. Comment ça s'est passé? Est-ce que les producteurs étaient au rendez-vous? Nous sommes ravis de cette 4e édition. Donc c'est la 4e fois qu'on mène ce partenariat avec le salon, et on était ravis. Il y avait effectivement beaucoup de monde. Shoot the Book, ce sont 2 choses. Le premier, c'est une session donc de pitch. On parlait tout à l'heure de l'art du pitch, mais là, voilà, les éditeurs qui avaient été sélectionnés à partir d'un jury qui, sur plus de 70 candidatures, ont dû sortir 10 ouvrages seulement. Je crois qu'ils ont eu du mal, donc on peut dire 10 seulement. Mais ils en ont quand même choisi 10, dont d'ailleurs 2 pépites 2025 du salon. Donc voilà, on est très contents aussi de la sélection du jury. Et donc après, les 10 éditeurs sont venus présenter devant un public de producteurs leurs ouvrages. Et puis, deuxième phase, ensuite, on enlève les chaises, on met des tables. Et là, c'est des rencontres vraiment B2B, en face à face, entre éditeurs et producteurs qui sont là pour ça, sur la journée entière. Donc la session de pitch, c'était 10h, 11h. Ensuite, de 11h à 17h, vous êtes devant une ruche où plus de 70 marques d'édition étaient représentées par les éditeurs présents, qui ont rencontré 66 producteurs qui étaient effectivement au rendez-vous. Et donc, ça a donné 290 rendez-vous entre éditeurs et producteurs, qui étaient tous enchantés. Tous sont venus nous dire en sortant qu'ils avaient eu plein de bons contacts. Voilà. Donc, on espère qu'il y ait de belles adaptations qui sortent de cette journée de jeudi dernier au Salon. C'est vrai que ça, c'est le côté vraiment professionnel dont on ne se rend pas du tout compte quand on se balade dans les allées. Pas le grand public, ça, c'est les coulisses derrière de tout ce qui se passe. Exactement. Sabine, le CFC, c'est un organisme de gestion collective, on l'a dit, de droit d'auteur. Et moi, je me demandais comment le droit d'auteur, il peut aussi aider la lecture. Alors, vaste question, mais en fait, comme le disait Carole tout à l'heure, quand elle est face à une classe et que les élèves se rendent compte qu'un auteur est vivant, ou même ce qu'explique effectivement Valérie sur toute cette ruche autour de l'audiovisuel, en fait, pour rendre la lecture désirable, pour en faire vraiment quelque chose de très vivant et de comprendre que c'est quelque chose qui porte toute la vie
et à tous les moments de la vie et sous plein de formes. C'est important d'avoir la pédagogie d'expliquer que derrière un livre, il y a un auteur qui est accompagné par un éditeur. Donc c'est vrai que le CFC, il a été créé en 1983 pour lutter contre les photocopies massives des œuvres et pour dire ça c'est une reproduction qui lèse l'auteur et l'éditeur. Et donc, c'est vrai que c'est important de pouvoir payer ses droits. Et donc, il y a toutes les actions pédagogiques, parce que le CFC est très présent donc à des accords avec les 63 000 établissements scolaires en France. Et donc, c'est aussi à travers la pédagogie qui est faite aussi vis-à-vis des professeurs qui sont conscients qu'ils ont un quota un peu limité de copies à faire. Quand on mène aussi des actions un petit peu d'échange avec eux pour leur redire les fondamentaux du droit d'auteur, en fait, c'est réapprendre à chacun à faire aussi la pédagogie de ce que c'est qu'une création. Et que derrière, il y a des gens qui... Carole disait tout à l'heure très joliment, elle écrit, quand elle écrit, c'est pas pour se poser la question de comment ça va être lu ensuite, mais parce qu'il y a un besoin intérieur très fort. Voilà. Cette pédagogie du droit d'auteur, c'est important de la faire, et c'est vrai que ça aide aussi à comprendre ce qu'est un livre, et derrière ça, de redonner aussi une forme de désirabilité à ce qu'est un ouvrage. Voilà. Il y a une autre partie aussi dont on n'a pas du tout parlé depuis le début, c'est la question de l'éducation aux médias, qui est de plus en plus importante ces derniers temps. Et vous aussi, vous soutenez des actions d'éducation aux médias et de promotion des œuvres. Comment ça se met en place? Est-ce qu'il y a des résultats positifs? Alors, il y a effectivement toute une partie d'éducation aux médias, déjà d'ailleurs dans le partenariat du CFC, effectivement, avec le Salon de Montreuil, où il y a beaucoup de choses qui sont faites. Tout à l'heure, on en discutait en coulisses sur les différents médias, la télé, la radio, toute cette éducation. Effectivement, le CFC soutient un certain nombre d'acteurs, d'associations, que ce soit Reporters d'images, que ce soit effectivement l'association de l'éducation aux médias, un certain nombre comme ça d'associations qui vont sur le terrain montrer aux enfants ce qu'est, comment on fabrique l'information, comment on la vérifie, comment on met ça en forme, que ce soit tous médias confondus, de la vidéo, du podcast, de l'écrit. Et ça, c'est vrai que toutes ces actions-là, elles sont très importantes parce qu'elles aident aussi les enfants à comprendre ce qu'est une vraie information, quelle est la déontologie journalistique qu'il y a derrière ça, comment on met tout ça en œuvre. Et puis il y a d'autres associations comme le Live Magazine qui est aussi un très beau format où on vient comme dans un spectacle vivant, des journalistes viennent expliquer quelle a été leur enquête et comment ils sont arrivés à ce résultat de cet article qui est publié là encore une fois, que ce soit du format, quel que soit le format écrit, audiovisuel ou podcast. Et il y a des live magazines qui sont faits aussi pour les enfants et qui viennent expliquer ça. Et donc ça aide aussi beaucoup à la promotion de cette éducation aux médias qui est quand même aujourd'hui, face aux fake news, quelque chose qui est devenu très important. Par la lecture, par la médiation. Merci beaucoup à toutes les trois, c'est déjà la fin. Et surtout, c'était la dernière émission de la télé du Salon. Le Salon ferme ses portes dans 1 heure, mais nous, on sera toujours là l'année prochaine, du 25 au 30 novembre 2026. Vous pouvez déjà noter les dates. Je vous dis merci beaucoup et à bientôt.